Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Campargue. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de Sport Management System. On aura l'occasion de revenir sur votre parcours par la suite. À vos côtés, Hervé Pomereau. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Agriculteur dans l'Eure-et-Loire. À ma gauche, Sonia Annemiche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveuse de bovins dans la Brenne. Exactement. Et à vos côtés, Arnaud Montebourg, Bonjour. serial entrepreneur et notamment avec des entreprises dans l'agriculture, lesquelles? Dans l'apiculture, bleu, Exact, blanc, ruche. faut pas oublier. Dans le lait, nous transformons du lait en glace, la mémère. Et dans l'arboriculture, la compagnie des amandes, nous replantons des amandiers made in France, en France. C'est une relocalisation. D'accord, donc vous avez du boulot maintenant que vous avez rangé les gants un peu. J'ai toujours des du élections. boulot, j'en avais même quand j'étais candidat, mais c'est difficile de faire les deux. Hein. C'est vrai que ça doit être compliqué. La situation est grave. L'Ukraine, déjà un premier point de vue sur ce qui se passe en Ukraine. Ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ce qu'on doit faire dans ces cas-là, défendre nos convictions et en même temps négocier avec l'agresseur pour mettre fin à cette situation. Et donc, c'est ce que l'Europe doit faire. Donc, lutter contre l'escalade, organiser la désescalade, même avec des gens qui sont de mauvaise foi. Et je crois que c'est le cas. C'est ce que fait le gouvernement Macron. Vous êtes en phase avec lui? Sur ce point, oui. Bon. Et ce que fait l'Union européenne aussi a pris l'axe qu'il faut ou pas vraiment? L'Union européenne doit ne pas mélanger les questions européennes et les questions géostratégiques. Ce n'est pas en disant qu'on va faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne qu'on va régler le problème de l'Ukraine. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on entre dans l'Union européenne. J'ai moi-même toujours été sceptique sur les différents élargissements parce que ça a dévitalisé l'Europe et l'a paralysée. Donc plus on élargit, moins on a ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'Europe forte et puissante. Donc ça, c'est une faute de l'Union européenne. Donc là, je m'inscris au contraire en faux contre les déclarations de Mme von der Leyen. Je crois d'ailleurs que le gouvernement français a pris la même position de scepticisme. Maintenant que vous avez raccroché les gants, l'élection présidentielle, elle vous semble aller dans le sens normal des choses? Elle est totalement occultée par le conflit ukrainien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de débat, et donc on aura les débats et la campagne après l'élection. C'est ça le problème. C'est ce qui risque d'arriver et ça va créer beaucoup de frustration chez nos compatriotes. Alors, je vous ai fait venir autour de la table des agriculteurs, une éleveuse et puis un sportif de haut niveau, Benoît Campargue. Vous avez un CV énorme. Allez-y. Énorme, je ne sais pas. Simplement, j'essaie de répondre aux besoins de la société. Alors, je suis là parce que je suis d'abord fils d'agriculteur. Je me suis entraîné avec des bottes de paille, des essieux de charrette et puis des outils que je trouvais dans la ferme jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, le haut niveau m'a happé jusqu'à l'INSEP et effectivement, je suis devenu champion du monde de judo, entraîneur national et particulier de Teddy Riner jusqu'en 2012. Et ensuite, je me suis intéressé au spectre beaucoup plus large du sport, l'éducation, la santé, l'emploi avec Passeport pour l'emploi et puis aussi à la solidarité et en sachant que le sport est un formidable outil de remobilisation. J'ai toujours pensé que la motivation était plus forte que le génome, c'est-à-dire notre héritage quelque part biologique. Et au-delà de ça, ça permet évidemment de se mettre en confiance pour différents projets, dont les agriculteurs ont du cœur qui sont là aujourd'hui. Et vous étiez partenaire et on vous en remercie. Mais vous êtes trop modeste parce que vous étiez aux Jeux Olympiques de 92. De 92. Vous avez aussi été champion de moto. Oui, un championnat de France Superbike à l'époque. Voilà, et puis vous êtes coach notamment de différentes personnes. Alors je suis passé du judo à la Formule 1. J'ai été coach de Romain Grosjean pendant 2 ans, de 2012 à 2014. Et voilà, donc j'ai été aussi responsable sport santé pour l'Île-de-France. Et aujourd'hui, le sport est dans le pré. C'est l'idée en fait de montrer comment on peut faire de l'activité sportive physique en reprenant aussi les gestes que faisaient les agriculteurs. Oui, tout à fait. J'ai eu un déclic il y a 1 an et demi. Je me suis entraîné avec des bottes de paille, des fourches, des essieux, voilà, tout ce qu'on trouve dans une ferme. Et il y a un lien à créer entre le monde agricole, c'est-à-dire les agriculteurs, et le monde citadin qui ne se parlent pas, ou peu. Et au travers de cette remobilisation par des gestes et postures traditionnels en ville, j'ai souhaité mettre en avant le monde agricole pour redonner envie de se reparler. Et en même temps, avec Thierry Marx, vous avez développé une composante d'insertion. Oui, tout à fait. Passeport pour l'emploi qui était hier sur l'esplanade du pavillon numéro 4
et pour lequel on a testé des profilages pour révéler les compétences, les soft skills pour devenir agriculteur. Est-ce que au travers de ces ateliers, on a la capacité à devenir agriculteur? Alors il y a la relation interpersonnelle, la concentration, la capacité à travailler en équipe évidemment, et puis la motivation et la force mentale qui est la première chose au niveau des agriculteurs. Et c'est vrai qu'on va manquer beaucoup de bras, Arnaud, vous en avez conscience? Vous allez avoir du mal à recruter. Il y a aux États-Unis 4 millions de personnes qui sont volatilisées dans le Covid. La grande démission. La grande démission. En France, il y a 1 million de personnes qui sont sorties peu ou prou des métiers dans lesquels ils se trouvaient. Dans la restauration, la Fédération de la hôtellerie-restauration déplore le départ de 337 000 personnes. Donc les difficultés aujourd'hui consistant à reconstruire une relation liée au travail, à sa rétribution, sa juste rétribution, conditions de travail, c'est un nouveau monde qui commence à se construire. Et pour moi, l'agriculture a beaucoup d'atouts. Pourquoi? Parce que d'abord, le lien avec la nature et ces retrouvailles avec la nature font partie de la nouvelle culture d'une société qui a besoin de se resituer par rapport à ce qui a été un monde mondialisé et qui cherche à nouveau ses racines, son histoire et sa géographie. L'agriculture a aussi, je crois, beaucoup d'atouts parce que c'est devenu pas seulement un métier, c'est une science. Cela allie beaucoup d'aptitudes, de capacités. Dans l'apiculture, il faut être vétérinaire. Quand vous êtes vous-même éleveuse, vous êtes vous-même vétérinaire. Le végétal, il y a les vétérinaires du végétal. Les producteurs de végétal le savent. Ils sont même éleveurs de végétaux. Maintenant, ils s'auto-intitulent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un métier très difficile qui demande beaucoup de technosciences et de ruse et pour apprivoiser la nature. Donc pour moi, la grande vague des démissions, il y en a une grande partie qui va aller vers l'agriculture. Il faut donc ouvrir les écoles, casser l'image habituelle de l'agriculture, et pas seulement aux jeunes, parce que vous avez des vieux qui font de l'agriculture, comme moi, à 59 ans. Je suis devenu agriculteur à 53 ans. Et je n'étais pas agriculteur, ni fils d'agriculteur. Mon père était gablou, inspecteur des impôts. Vous voyez, c'est pas très populaire dans l'agriculture. C'est ce qui enrichit d'ailleurs le monde de l'agriculture, les personnes qui viennent de l'extérieur viennent enrichir. Et le monde agricole doit les accepter et doit les appeler. Oui, Sonia, l'avenir, il vous fait peur ou pas en tant qu'éleveuse de viande de qualité? Alors pour nous, l'avenir, ça peut nous faire peur sur le moment avec toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui sur nos coûts de production. Mais nos jeunes qu'on a dans nos lycées agricoles sont des jeunes qui sont encore plus passionnés que nous, on a pu l'être, parce qu'ils sont fiers. Aujourd'hui, il y a le sentiment de fierté qui est beaucoup plus important qu'il y a 30 ans. Ils sont fiers de défendre une agriculture moderne, une agriculture peut-être moins polluante, une agriculture plus raisonnée. Donc on a des jeunes quand même dans les lycées agricoles et qui sont de plus en plus diplômés, qui n'hésitent pas à faire des licences, à faire l'école d'ingénieur et ensuite revenir sur les exploitations avec de vraies compétences, aussi bien agronomiques, en élevage ou en gestion. Et aussi à diversifier leurs exploitations afin de mieux vivre et d'être plus confort, quoi. Aujourd'hui, vous vivez bien de votre métier ? Aujourd'hui, nous, on a trouvé notre rythme après 18 ans d'installation. Ça n'a pas été sans difficulté au départ. Au départ, on est des éleveurs, bovins, viande. Et grâce à la diversification sur notre exploitation, puisqu'on a intégré un restaurant, on fait de la vente directe, on a des hébergements, puisqu'on est dans un site qui s'y prête. On est au cœur du parc naturel régional de la Brenne. Donc, on a quand même des atouts environnementaux. Et on a aussi, on va dire, un devoir sur nos exploitations de communiquer sur nos métiers. Donc, on accueille des groupes, on accueille des individuels aussi pour expliquer le monde de l'élevage extensif, que la production de bœuf, c'est pas mal poli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entretient aussi le paysage grâce à notre production. Et que tout ça est fait dans le bien-être de la nature aussi, puisqu'on est dans le parc naturel régional de la Brenne. Si vous n'aviez pas diversifié, vous seriez là pour témoigner de votre métier
d'agriculteurs? Sans diversification, point de vue rémunération, je pense qu'il n'y aurait que mon mari qui serait resté sur l'exploitation. Parce que nous, on souhaitait offrir à nos enfants la possibilité de faire les études qu'ils veulent. Et ça passe aussi par des revenus qui ne soient pas négligeables. Moi, je ne conçois pas des revenus à 300 €, c'est indécent. Et du coup, on a mis des choses en place. On sait que ça n'est pas venu par l'augmentation des prix de la viande bovine. On sait très bien que ça ne viendra pas de là. On a eu toute une réflexion sur nos coûts de production de cette viande en recentrant, par exemple, les vélages à l'époque où il y a le plus d'herbe, puisque nous, on est producteurs d'herbe, en réfléchissant vraiment à faire naître nos animaux à la bonne période pour mieux utiliser cette herbe, puisque c'est notre seul bien, l'herbe, sur notre région. Et ensuite, on a dit, qu'est-ce qu'on a comme atout? On a comme atout des chemins communaux qui permettent de l'agrotourisme. On a comme atout des belles pierres dans notre ferme pour faire de l'hébergement atypique, puisque c'est de la pierre qui est rouge, il y a quelque chose. Donc tout ça a fait que, et aussi par nos compétences, moi j'y suis issue aussi d'une école de tourisme, donc par nos diverses compétences, on a réussi à créer une exploitation qui est viable et qui est transmettable à nos enfants. Et juste une petite question, l'essentiel de votre revenu aujourd'hui, il est lié au tourisme ou il est lié à l'élevage? En fait, aujourd'hui, c'est, on va dire, 80% agricole et 20%. Ça reste une diversification. Ça reste une diversification. On va dans l'Eure-et-Loire avec Hervé. Hervé, vous avez diversifié ou pas? Je ne sais pas s'il faut appeler ça diversifié. Moi, je suis parti d'une exploitation qui était céréalière. Et aujourd'hui, on a intégré la pomme de terre. Et puis après, on a eu l'occasion de rentrer des betteraves sucrières. Enfin, un peu dans... Oui, c'est ça. Oui, dans l'ordre, c'est ça. Bon, après, ce n'est pas une diversification. C'est un réajustement des assolements. Non, je n'ai pas eu de véritable diversification. Vos sujets d'inquiétude aujourd'hui, s'il faut les résumer? Ou il n'y en a pas? Les sujets d'inquiétude, c'est la géopolitique. Ça, le sujet Ce qui se passe en Ukraine? Ce qui se passe en Ukraine, c'est extrêmement inquiétant. Donc, toutes les conséquences qui vont en découler, je pense qu'il y aura des effets dominos sur l'ensemble des secteurs économiques. Ça ira de l'approvisionnement, évidemment, le prix des engrais, mais aussi tout le reste. Est-ce que les prix resteront bien orientés? Est-ce qu'il va se passer là, il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas trop. Franchement, c'est très inquiétant. Et sinon, au-delà de ça, beaucoup d'optimisme sur l'avenir de notre profession. On a une demande qui devient récurrente. On veut éliminer les énergies fossiles. On veut réduire le problème des rejets de CO2. Et du coup, l'agriculture, c'est la réponse. On a toutes les solutions. On produit des matières premières biosourcées. Ça, c'est génial. On fournit de l'énergie, on fait de l'éthanol, on fait des choses comme ça. Et puis, évidemment, il y a tout le volet alimentaire. Donc, on a des panels de débouchés qui s'offrent à nous et les perspectives sont plutôt très optimistes. Et notamment la captation du carbone. Alors, vous connaissez bien le sujet parce que justement, ça fait partie de vos modèles économiques. Sauf que vous avez dit l'autre jour dans une réunion, il va falloir faire une usine, pas une usine à gaz, mais quelque chose, une méthode de calcul du bas carbone qui soit compréhensible par tout le monde. Expliquez-moi. Comme vous le savez, l'agriculture, comme le disait monsieur, l'agriculture rend des services à la société. Elle stocke du carbone. À chaque fois qu'on plante 100 hectares d'arbres, c'est du carbone stocké pendant 25 ans. On rend un service gratuitement à la société qui n'est pas rémunéré. Lorsque tous les ans vous replantez du blé ou que vous laissez votre prairie se développer, vous capturez du carbone et vous le faites en rendant un service au reste de la société qui, elle, pollue, en dépolluant une partie de ce carbone. Est-ce qu'on vous rémunère? Réponse non. Pourtant, beaucoup de ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas réduire, sont obligés de compenser, voudraient pouvoir compenser en finançant cette activité. Et vous aimeriez que vos revenus s'améliorent à raison des services que vous rendez à cette société qu'on ne vous rémunère pas. Donc, au milieu, vous avez un ministère, des procédures, des règles, des fonctionnaires qui rendent quasiment infernal, inapplicable, ce passage de l'argent des acteurs polluants aux acteurs dépolluants que sont les agriculteurs. En plus, je trouve que c'est un élément de fierté sociétale que de dire qu'un agriculteur participe à la dépollution carbonique de l'atmosphère. Donc c'est intéressant de le reconnaître. Donc j'ai monté une toute petite boîte dans le carbone où on a fait valider un certain nombre de méthodes de calcul bas carbone pour assurer la compensation sur l'arboriculture, parce qu'on est arboriculteur.
Mais on voit bien que c'est très difficile. Donc je suis allé, avec d'autres, participer à des réunions autour du ministère sur ces questions en présence du ministre, de Madame Lambert et de tous les acteurs, leur disant maintenant il va falloir débureaucratiser tout ça parce que l'agriculteur lui-même ne peut pas calculer le service qu'il rend à la société et vous avez beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui ne peuvent pas investir dans l'activité agricole. Donc il va falloir régler ce problème. Mais c'est comme tout le reste. La législation des GAEC, un enfer. La fiscalité MSA, un bazar. Enfin, vous prenez tous les problèmes, mais pas que de l'agriculture. Vous voulez que je vous parle d'urbanisme, que je vous parle d'alimentation, mais c'est pareil. Le commerce, la loi Egalim. Bref, nous fabriquons des lois, du papier, de l'administration. Des capacités d'empêchement. C'est dommage. Mais vous avez été ministre, pourquoi on n'a pas coupé tout ça? Pourquoi vous n'avez pas justement fait le nettoyage? Mais parce que c'est l'administration qui dirige le pays. Ah oui, c'est pas le ministre. Le ministre, il passe. L'administration, elle reste. Elle est toujours là. C'est très clair. Alors, Benoît, vous êtes issu du secteur agricole. C'est vrai que c'est vous qui avez fait apparaître, en fait, qui avez coaché Teddy Riner, et vous auriez pu investir dans le cadre donc d'une exploitation, pourquoi pas viticole, pourquoi pas agricole, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas eu un appel de... Je l'ai fait par procuration. C'est-à-dire c'est mon frère aujourd'hui qui exploite la ferme. Au travers de... Alors on a été apiculteurs aussi. Dans les petites fermes de l'Aveyron, on avait la vigne, on avait les abeilles avec les ruches, on s'auto-alimentait complètement, on avait le jardin, on avait le potager. Et donc, si vous voulez, on est passé au travers de ce spectre-là. Aujourd'hui, l'exploitation est en prairie. C'est-à-dire qu'on fournit du foin bio. Et ce foin bio est très demandé par les éleveurs d'animaux bio. Et donc, voilà, on participe aussi à la décarbonation au travers de ce foin bio qui est en herbe. Mais effectivement, il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, on a maintes exploitations qui ont fermé autour de nous. Donc il y a énormément de terres agricoles qui sont inutilisées. Inutilisées parce qu'il faut des grosses exploitations où finalement les petites ne sont plus rentables. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Et aujourd'hui, effectivement, j'essaye d'apporter un lien au travers du sport entre l'agriculture et le monde citadin pour que, quelque part, les gens se reconnaissent dans ces métiers au travers de gestes et postures, tout simplement. La compagnie des amandes, ça marche bien? Nous plantons. Nous n'achetons, je rappelle toujours que nous n'achetons jamais la terre parce que nous respectons la propriété familiale foncière et nous créons des vergers chez les agriculteurs qui les dirigent eux-mêmes. Donc nous apportons le financement, ce qui permet d'éviter à l'agriculteur la dette, donc il n'a pas à aller s'endetter. Et c'est nous qui apportons en fonds propres et en compte courant, nous finançons les investissements, les plants, l'irrigation, le travail aussi, en attendant la première récolte, c'est-à-dire à la 5e feuille. Donc c'est un investissement où nous sommes en train de créer 80 vergers d'environ 25 hectares. Ça reste des tailles humaines et évidemment nous sommes comme une coopérative qui ne dirait pas son nom parce qu'en fait nous avons groupé nos moyens dans le machinisme agricole, groupé nos moyens dans la technologie agronomique, groupé nos moyens sur le mandat de commercialisation. L'objectif, c'est qu'on aille vendre nos amandes les plus chères possibles avec nos associés agriculteurs et qu'on gagne de l'argent ensemble. Et pour l'agriculteur, c'est 51% et nous, 49%. Voilà. Lui, il apporte son travail, sa terre, l'amour des arbres. C'est lui qui travaille. C'est 80 heures par hectare et par an. Et nous, on apporte le capital, les débouchés commerciaux, le soutien technologique, le travail en commun et l'INRA qui est dans notre capital. Voilà. C'est ça l'alliance des savoirs et des ressources. Les amandes dans l'Eure-et-Loir, c'est pas gagné, mais je pense pas. Non, c'est entre Tarascon et Draguignan. Il faut aller dans le sud, là. Montauban et Draguignan, Corse incluse, au sud. Mais ça vous tenterait? Alors, moi, à titre perso, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un d'autonome. J'aime bien avoir la maîtrise de mon foncier, maîtrise de ma production, maîtrise de mes clients. Alors, je trouve ça génial, hein, mais c'est pas mon truc. Je vous le dis franchement, c'est pas mon truc. Vous avez envie de tout posséder. Alors, voilà. Donc, nous, dans notre schéma... Alors, j'ai des associés. Dans notre schéma, nous, produisons de la pomme de terre. Nous sommes associés entre collègues. On est... Vous êtes en coopérative? Pas du tout. On est en groupement.
En groupement, tout simplement. Alors chacun a son stockage, on commercialise ensemble, on prépare les pommes de terre ensemble. Deux de mes associés ont monté une structure pour passer les pommes de terre et nous, on leur paye une rémunération pour faire tourner le dispositif. Et sinon, on commercialise ensemble, mais on reste dans le cadre, on est 7 agriculteurs, on travaille ensemble, on décide ensemble. Et j'aime bien qu'on garde la maîtrise. On essaie d'avoir la maîtrise de notre foncier. On est à peu près tous, pas propriétaires à 100%, mais largement propriétaires. On a acheté petit à petit notre foncier, on a acheté nos bâtiments. On n'a pas été subventionné, on n'a pas touché d'aide de quoi que ce soit. Et on a nos clients et on est autonome. J'aime bien ce fonctionnement-là. Un mot pour rebondir. Notre modèle est assez proche de celui des arboriculteurs dans la pomme qui ont lancé Pink Lady. En fait, c'est à peu près ce modèle-là. Un club. Plus que ça, parce qu'ils ont financé ensemble leurs investissements, ils ont assuré ensemble leurs débouchés commerciaux et ils ont valorisé leur marque, ce qu'on va faire. Sonia. Alors nous, suite au Covid, on est plusieurs producteurs à s'être réunis pour faire un drive qui a très très bien marché. Et suite à ce drive, on est en train de monter un magasin de producteurs. Et en fait, on essaie de répondre à relocaliser notre alimentation, à aussi produire de la plus-value. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a remarqué, alors là, on est en ce moment en train de travailler sur le financement, c'est qu'on pensait que c'était une idée qui était dans l'air du temps, qui était une idée aussi soutenue par les régions, et notamment la région centre. Et en fin de compte, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait que notre projet, c'est une patate chaude. C'est-à-dire qu'on va voir nos élus, qu'on va voir différents interlocuteurs. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de subvention en face, parce qu'il n'y a pas de volonté réelle, parce qu'il y a une différence entre le discours et l'application sur le terrain. C'est-à-dire qu'on nous parle de la loi Egalim 2, et je pense que nous, on fait partie de ça. On fait partie, on est vraiment dans la trajectoire de cette loi, et qu'en fin de compte, on ne souhaite pas développer sur le terrain, et notamment dans ma région, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Aujourd'hui, dans la région centre, aujourd'hui, on a un projet qui est entre 2,5 millions et 3 millions d'euros, et on aura peut-être 0% de subvention. Et c'est vraiment, et quand on parle de ça, les gens ne nous croient pas, mais je vous jure que... Là, on se dit par rapport à tous les politiciens, les gens qui sont venus, ils ont prôné l'alimentation locale, et vous, 0% de financement. Pour l'instant, il n'y a rien. Je veux dire, le pourcentage de subvention, on gratte. On a même fait appel à une boîte de chasseurs de primes sur Paris pour essayer de dire c'est qu'on n'est pas assez malin. Mais en fait, c'est pas qu'on n'est pas assez malin, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans notre région. Et tout passe par la région. Et en plus, il faut quand même savoir qu'on fait un effort considérable en écologie, puisque c'est un bâtiment qui aura des photovoltaïques dessus pour être autonome en électricité. On a tout un projet pour zéro gaspille, c'est-à-dire qu'on fait un labo de transformation où tous nos produits vont passer, ne seront pas gaspillés, seront transformés au lieu d'être gaspillés, même avec une idée d'un des producteurs pour faire de l'alimentation pour chiens. Donc je pense qu'on a vraiment réfléchi à notre projet, et aujourd'hui, on est les seuls financeurs. Et ben, ça va être nous, les 9 exploitants, qui sommes porteurs du projet. Sonia, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes à côté de l'homme qu'il faut. Il lève 8 millions d'euros en 1 heure de temps, non, c'est ça ? En 3 ans quand même. Je crois que mes associés vont être contents alors. Écoutez, écrivez-moi, et avec vos associés, on va regarder ce qu'on peut faire. Puis on va surtout secouer les puces aux régions, parce que finalement, dans nos projets sur le terrain, on trouve toujours normalement. Donc, oui, on peut, mais on doit quand même tout pouvoir trouver. Un peu d'aide quand même, un peu d'aide. Là, la seule piste qu'on a, en fait, c'est de passer par nos exploitations sur les plans de modernisation des bâtiments agricoles. Ouais, et en fait, ça ne correspond pas à la... Eh ben, ça ne correspond pas, mais c'est-à-dire qu'on dévie, une subvention qu'on va toucher sur nos exploitations, qu'on va remettre dans le pot commun. C'est incroyable. Hervé. Je me demande s'il n'y a pas un truc, parce que on est bien en région centre. Moi, je suis aussi en région centre, et j'ai des collègues agriculteurs qui sont en train de monter 4 ensembles de méthanisation très largement subventionnés. Ils ont déjà monté une structure qui a eu des difficultés financières, et on leur a racheté leur bâtiment pour leur injecter de la trésorerie. Donc, alors soit
il y a du parti pris, ou soit il y a un truc qui ne va pas. Mais non, parce que, en fait, c'est simplement qu'on veut favoriser la méthanisation pour développer les biogaz, ce qui n'est pas... faut pas mettre les choses les unes contre les autres. C'est-à-dire que le biogaz, c'est vraiment un axe de développement sur nos exploitations. Et c'est très important sur nos exploitations en axe de développement. Et la vente directe et les magasins de producteurs sont aussi importants. Bon, on est arrivé au terme de cette émission. Benoît Campargue, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de Sport Management System et qu'on peut vous retrouver notamment avec Le Sport est dans le pré. Oui, je voudrais juste rajouter un sujet sur l'attractivité du monde agricole au niveau des emplois. Parce que je pense qu'énormément de jeunes et de moins jeunes seraient intéressés par les métiers de l'agriculture, mais ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, de notre côté, modestement, sur la partie sport. 85% de jeunes sont intéressés par le sport. On les capte au travers du sport et ça serait intéressant de les flécher sur les métiers de l'agriculture, ce qu'on fait dans les métiers de la sécurité ou d'autres. Et donc, cette attractivité-là est vraiment intéressante pour les métiers de l'agriculture qui sont très en tension, mais il faut capter les personnes de façon un petit peu différente, je pense. J'ai été vous voir dehors, il y avait du monde justement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait du grand public, des gens qui venaient vous voir par le sport. Oui, tout à fait, beaucoup de grand public, alors, toute catégorie d'âge. Et puis, je crois qu'on était à 500 ou 600 personnes hier, uniquement dans la journée, pour pratiquer des gestes et postures agricoles traditionnels. Et habituellement, sur ce dispositif, Le Sport est dans le prix, il y a 95% de femmes qui adorent scier du bois, qui adorent porter la botte de paille, etc. Il faut expliquer, il y a différents ateliers, de la conduite de la brouette, du sciage de bûches. Oui, il y avait une partie, donc effectivement, porter une botte de paille, toucher une botte de paille, c'est quelque chose dans le milieu citadin, c'est rare, c'est unique. Scier du bois, on apprend le geste en même temps qu'on fait de l'effort physique, et ça reste du sport utile où on apprend des choses. Donc tout est dans la pédagogie, j'ai tendance à dire. Merci Benoît, merci Hervé, merci Sonia et merci Arnaud Montebourg. Et merci à vous.